Le chlordécone, c'est un scandale d'État. D'ailleurs, le président Macron a reconnu maladroitement, mais quand même, il faut lui donner quand même. ouais, la responsabilité de l'État. Métropole, Ça, comme dans le dictionnaire, c'est territoire issu de ces colonies, de ces territoires extérieurs. On va chercher le petit Robert, le petit Larousse. Et un Français, c'est un Français. C'est pas un Français, c'est pas un blanc. Français, c'est y compris de la diversité. Voilà. Noir, blanc, jaune, rouge, blanc, tout ce que vous voulez, on est français. Or, département d'outre-mer, nous ne sommes plus colonie, ni vous non plus d'ailleurs, depuis 1946 pour les départements d'outre-mer. Donc on ne peut pas nous appeler colonie. J'avais essayé de faire ça passer il y a quelques années, retoqué à chaque fois. Et là, j'ai eu la chance, avec d'autres députés, d'avoir l'idée de le chercher dans le dictionnaire. Et puis j'ai vu colonie est là, j'ai vu que j'allais faire passer le machin, et ça a été voté à l'unanimité. Donc voilà le sens du rapport. Et surtout, nous n'acceptons pas qu'il y ait une prescription prononcée par des juges français. Ouais. Nous irons à la Cour européenne de justice, en tant que justice, nous irons à la Cour pénale internationale pour contester ce scandale qui est la prescription, qui rajoute de la douleur à la douleur. Bonjour à tous, on est très honorés aujourd'hui avec l'équipe décidée de juristes d'accueillir, alors je le dirais avec des termes qu'on m'a appris pour honorer les gens, l'honorable Olivier Servat qui va se présenter à nous. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de cette invitation de Destinée Juriste. Je suis honoré que vous ayez bien voulu vous intéresser à ce que je fais. Eh bien, je suis Olivier Servat, 49 ans, député de la Guadeloupe, première circonscription, Abim, Pointe-à-Pitre, Morne-à-l'Eau, Marie-Galante. Depuis 2 législatures, 2017, j'étais avec La République En Marche. Et là, en 2022, je suis avec le groupe LIOT, Liberté Indépendant, Outre-mer Territoire. C'est un groupe dont je suis assez fier parce que pour la première fois depuis 1794, depuis que l'Assemblée nationale existe, nous avons pu créer un groupe avec en son sein le nom Outre-mer. Professionnellement, je suis professeur agrégé d'économie et gestion comptable et financière, expert comptable, commissaire aux comptes. D'ailleurs, j'exerce toujours, j'ai un cabinet d'une dizaine de collaborateurs d'expertise comptable, de commissariat aux comptes. Expérience politique, j'ai d'abord été candidat à la ville des Abîmes. La ville des Abîmes, c'est la plus grande ville de la Guadeloupe, à peu près 55 000 habitants, ça diminue. 2014, première expérience, je ne gagne pas, mais je suis élu dans l'opposition. On fait à peu près 34% des voix. C'est très intéressant. L'année d'après, je deviens vice-président de région. Et ensuite, en 2017, je deviens député. J'ai été renouvelé député. Voilà. C'est un très très large parcours. En 2020, je me représente au municipal, je ne gagne de nouveau pas. Vous voyez, donc la politique, c'est tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds. C'est de l'alternance constante. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans ce que vous avez dit. Je vais légèrement redescendre un peu au niveau du parcours académique pour après revenir dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et c'est très intéressant. Déjà, c'est les études que vous avez faites à partir du lycée et où est-ce que vous les avez effectuées tout au long, enfin, au lycée et après, où vous les avez faites? C'est important ça, parce que je dis que j'ai 49-50 ans. À mon époque, je dois vous dire, presque honteusement, que je ne savais pas que les classes préparatoires existaient. Et donc, je ne savais pas qu'il fallait avoir un très bon dossier dès la première, voire la seconde, pour pouvoir espérer avoir des grosses classes préparatoires, etc. Il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir un oncle expert comptable. Et vous savez, quelqu'un qui vous montre la voie, qui vous montre le chemin. Et en plus, j'ai vu qu'il avait une grosse voiture, une grosse maison, une belle femme, enfin bon. Et donc, je me suis dit, ça, c'est le chemin à suivre. Et donc, il m'a montré le chemin. Et donc, je me suis dit, mais comment je fais pour devenir expert comptable? Il y avait différentes voies. À l'époque, moi, j'ai fait un bac scientifique. À l'époque, c'est l'ancêtre, ça s'appelait C. Après, ça s'appelait S option maths. Maintenant, je suis perdu. En tout cas, j'ai fait maths, physique, chimie et biologie, principalement. Et donc, à l'époque, il y avait des études spécifiques pour l'expertise comptable, mais réservées aux classes G2 qui avaient fait comptabilité en lycée. Donc, moi, j'ai dû aller à l'université. Et où aller à l'université, là encore, je savais pas où aller. Paris, c'était trop cher. J'avais pas les moyens. Mes parents n'avaient pas les moyens. Et j'avais une grande cousine qui était allée à Orléans. Alors, j'ai postulé pour Orléans. J'ai eu un logement au Crous. Et donc, je me suis inscrit à Orléans. J'ai fait un doc Sciences Éco. Ensuite, j'ai passé le concours pour la MSTCF, Maîtrise des sciences techniques comptables et financières. C'est l'ancêtre du master CCA, comptabilité, contrôle, audit. J'ai loupé le concours. J'étais amoureux. Ah ouais, j'étais amoureux.
Donc, j'ai vécu avec une fille. Et puis, la fois d'après, je me suis mis en année spéciale, une année de DUT, diplôme d'études universitaires, GEA, gestion des entreprises et administration, option finance comptabilité. Et là, j'ai fini major de la promotion et j'ai fini premier au concours. J'étais toujours amoureux, mais je faisais mon travail. Et ensuite, donc, MSCCF. Ensuite, j'ai eu le DESCF. C'est le niveau pour devenir expert comptable stagiaire. Ensuite, j'ai devenu expert comptable stagiaire. Et dans le même temps, j'ai passé des concours pour être prof. Oui. 3 fois, j'ai passé l'agrégation. Faut pas se décourager, hein. Quand vous passez le concours, faut vous dire, je le passe en 3 fois. Une fois pour voir, une fois pour être admissible, une fois pour être admis. C'est ce que j'ai fait avec l'agrégation. Première fois, admissible. Ben, j'étais loin de l'admission. Deuxième fois, admissible encore, mais j'étais à un point. Là, ça m'a fait mal. Mais j'ai réussi le concours du CAPET. Et donc, je suis devenu, j'ai quitté mon île natale où j'étais rentré, parce que j'ai fait mes études à Orléans. J'ai quitté mes études natales, mon île natale, pour re-rentrer, et j'étais affecté à Laval. Oh, vous connaissez Laval? Non, il pleut tout le temps. Il pleut tout le temps. Voilà. Ouais, non, mais ça, c'est Laval, Mayenne. Okay. Il pleut tout le temps. J'ai acheté un parapluie. J'étais dans une expérience particulière. J'étais dans un foyer, Sonacotra. Vous connaissez les foyers Sonacotra? C'est des travailleurs, des gens qui sont parfois meurtris par la vie. Hein. J'avais des gens malades de cancer, malades du sida, très pauvres. J'étais là avec eux et donc j'ai vécu ça. J'étais professeur. J'allais à pied au lycée Ambroise Paré de Laval, c'était un très beau lycée, et j'ai préparé l'agrégation. Je me suis enfermé dans ma petite chambre de 9 mètres carrés, cuisine sur le couloir, avec matin, midi et soir, 7 jours sur 7, j'ai bossé entre 10 et 14 heures par jour assis sur une chaise, et donc j'ai fini 2e au concours d'agrégation au niveau national. Donc ça, c'est une belle fierté pour moi. Et entre-temps, je suis devenu expert comptable, je me suis associé à un gros cabinet, j'ai racheté mon cabinet, et en 2014, politique. Ok. Voilà. Alors, j'ai fait ça vite, hein. Oui, ouais. on voit que le passage, il était assez rapide. Ouais. Est-ce qu'il y a des matières que vous aviez préférées pendant vos études et d'autres que vous aviez moins appréciées? Oui, en général, l'histoire m'a toujours plu. J'ai eu un fameux prof d'histoire, un fabuleux prof d'histoire en collège, Monsieur Archelon, qui m'a plu. Mon père, prof de maths, qui m'a plu aussi, un homme extraordinaire. C'est pas parce que c'est mon père, hein. Il est extraordinaire, gentil, donnait des cours gratuits à tout le monde à Grand-Camp, pas loin du Rézé. Parce que les gens du Rézé et Grand-Camp, c'est pas pareil, jeune homme, c'est pas pareil. Et donc, Rézé, c'est les bourgeois, et Grand-Camp, c'est les prolétaires. Non, ok, on voit la configuration. Voilà, quand vous êtes venu avec un bourgeois de Rézé. Mais de la France insoumise. Et donc, histoire. Ensuite, j'ai eu un prof de fiscalité à Orléans qui m'a bien plu. Qu'est-ce que j'ai comme... C'est plutôt des profs qui te marquent des matières, oui, quand tu regardes bien. Oui, c'est vrai. Voilà, j'ai eu des profs comme ça qui m'ont bien plu. Si, c'est quelque chose que vous soulevez qui est intéressant, et c'est d'ailleurs la vérité, c'est souvent les profs qui me marquent par rapport à une matière et pas forcément la matière en elle-même, surtout à l'université, je trouve, comparé au lycée et au collège. Est-ce que il y a des stages que vous avez faits, ou est-ce qu'en tout cas vous trouviez que dans votre cursus c'était nécessaire? Absolument nécessaire. Le premier stage que j'ai fait, c'était pas un stage, c'était un job. Okay. Et c'était bien, c'était à la direction régionale de France Télécom à Bagnolet. Oui. Et c'était mon tonton Étienne, qui m'avait trouvé ce job. Un mois, payé 8500 francs. Vous imaginez pas ce que c'était à l'époque, hein, c'était le jackpot pour nous, 8500 francs. Et j'avais pu acheter des choses, je faisais de la pêche sous-marine, je m'étais fait plaisir, j'avais acheté un cadeau pour la fiancée dont j'étais amoureux. C'est pas avec elle que c'est pas le sujet. Et donc, j'ai fait mon premier stage vraiment à la World Satellite Guadeloupe, WSG Le Câble, une entreprise qui mettait du câble en Guadeloupe. Et là aussi, j'avais beaucoup appris. Et j'ai retenu une chose que je fais avec mes stagiaires, concret, le terrain. Eh ben, c'était une entreprise qui allait mettre du câble, vous savez, le câble hein, pour la télé. Eh bien, premier jour de stage, je suis allé sur le terrain faire passer des câbles. Okay. Avec un technicien. Ça m'a bien marqué alors que je faisais des études dans la comptabilité. Et j'avais découvert à l'époque la défiscalisation outre-mer, un sujet très compliqué, mais qui permet de faciliter l'investissement outre-mer. Et c'est pour ça que je défends aujourd'hui à l'Assemblée bec et ongle la défiscalisation, parce que c'est un outil utile pour l'investissement outre-mer. Ensuite, j'ai fait un stage d'expertise comptable, cette fois-ci, au cabinet du maire de Bémao. Peut-être que vous ne connaissez pas Bémao, mais Bémao, c'est la commune la plus riche de Guadeloupe. Okay. Et j'étais stagiaire, figurez-vous, du directeur de cabinet à l'époque, qui est Max Mathiazet, aujourd'hui
mon collègue député au groupe Yacht. Oui. Comme quoi, vous savez, la boucle se boucle. Et ça m'avait marqué aussi parce que j'avais vu là le monde des collectivités territoriales, le monde difficile hein, aussi de ces activités où on doit allier l'administratif et le politique. Ok, et est-ce que c'est à partir de là qu'il y a une vocation pour la politique qui est née, ou elle était là avant, mais peut-être qu'elle était refoulée? Je pense que c'est un peu des deux, vous savez pourquoi? Parce que ce même oncle, qui est expert comptable, avec qui je me suis associé par la suite, et pour qui j'ai une belle reconnaissance, j'avais le choix, quand j'ai eu mon DESCF pour devenir expert comptable, soit d'approfondir en comptabilité, et j'ai été pris, c'est un de mes grands regrets d'ailleurs, j'ai été pris à Paris-Dauphine, en DEA, comptabilité, décision, contrôle, avec le professeur Colas, etc., le top, etc. J'étais pris là, et en même temps, j'étais pris aussi à Orléans, dans un DESS, à l'époque c'était un master, administration, gestion des collectivités territoriales. Okay. Et mon oncle m'avait dit, écoute Olivier, tu es déjà bon en comptabilité, pas la peine d'insister, fais-toi une double compétence, un double cursus, et c'est pour ça que j'ai fait des collectivités territoriales. Donc déjà, ça m'a ouvert le monde, ça m'a vu montrer le monde des collectivités, donc là peut-être ça m'a donné une appétence très claire, mais je pense que je l'avais avant, grâce à Anne Sinclair et Christine Ockrent. Vous ne connaissez pas, hein, vous, Anne Sinclair et Christine Ockrent. 7 sur 7. C'est grave, vous ne connaissez pas. 7 sur 7. Sinclair quand même, ça parle un peu quand même. Oui, mais elle faisait une émission politique le dimanche soir à 19h, 7 sur 7, où il y avait une interaction entre le journaliste et le politique, et j'ai toujours aimé cette rhétorique, et ça m'a donné envie d'avoir le pouvoir de faire. Voilà ce qu'est la politique pour moi, le pouvoir de faire. Bien évidemment, il y a un aspect pouvoir, indéniablement, puisque on se fait élire, on est les représentants du peuple, et puis, faut faire. On ne fait pas juste avoir le pouvoir pour avoir le pouvoir, ça sert à rien. C'est pouvoir faire pour moi, augmenter le bonheur de la population. Exactement. En parlant de collectivité, vous êtes un député, mais après, c'est mon avis personnel, vous n'êtes pas un député, pas des moindres en tout cas, vous êtes quand même député de la Guadeloupe, et c'est ce qu'on appelle, dans le langage courant, une circonscription d'outre-mer. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste donc la fonction des députés de Guadeloupe, et en quoi surtout cette fonction est liée au droit? D'accord. Oui, c'est une question importante. Le député, c'est tout d'abord le député de la nation. Bien sûr. Je suis le représentant du peuple depuis la Révolution de 1794. Donc je peux intervenir sur tout domaine qui touche le peuple français, ou le monde d'ailleurs. Donc je peux intervenir pour les problématiques à Marseille, en Guyane, à Mayotte et à Paris, y compris en Guadeloupe. Mais il n'empêche que je suis l'un des 577 élus députés d'une circonscription. Une circonscription, en Guadeloupe, vous avez 4 circonscriptions. Et moi, je suis élu de la circonscription du centre, Abim, Pointe-à-Pitre, Morne-à-l'Eau, et une île de Marie-Galante où il y a une continuité territoriale, inter-île. Mon job consiste à faire quoi? 3 choses. Voter des lois qu'on nous propose, n'est-ce pas? Faire des propositions de loi. J'en ai fait une sur la discrimination capillaire. Je vois qu'il y a des gens ici qui seront concernés. Très bien. Et puis, contrôler l'action du gouvernement, puisque il y a une séparation stricte dans le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Et donc, nous sommes le pouvoir législatif et on contrôle l'action de l'exécutif qui exécute les lois que nous avons votées par le biais de décrets ou autres ordonnances. Et puis, il y a une partie très concrète, c'est d'aider nos concitoyens. Par exemple, imaginons que vous ayez ici un jeune homme qui étudie le droit et qui veuille rentrer après avoir reçu un concours, et bien on peut tenter de faciliter son retour au pays en sollicitant le ministère concerné, en sollicitant la direction concernée, parce que comme toutes les semaines nous sommes en lien avec le gouvernement, puisqu'il y a les questions au gouvernement et on se côtoie, on s'échange, et donc c'est l'occasion d'être utile à son pays très concrètement, et puis faire évoluer les causes sur son pays. Alors sur plusieurs causes, enfin, j'ai déjà fait beaucoup de choses, mais sur le duty free, j'ai fait voter en 2020 un amendement qui permet aux villes, ports, Pointe-à-Pitre, des Basse-Terre, Saint-Louis d'avoir une exonération de taxes. J'ai fait voter la chlordéconomie gratuite, le test de chlordécone gratuit dans le sang. J'ai fait voter Hexagone. Et pas, on ne dit pas métropole. Métropole, quand dans le dictionnaire, c'est territoire issu de ces colonies, de ces territoires extérieurs. Quand vous cherchez dans le petit Robert, le petit Larousse. Or, département d'outre-mer, nous ne sommes plus colonies, ni vous non plus d'ailleurs, depuis
1946 pour les départements d'outre-mer. Donc, on ne peut pas nous appeler colonie. J'avais essayé de faire ça passer il y a quelques années, retoqué à chaque fois. Et là, j'ai eu la chance, avec d'autres députés, d'avoir l'idée de le chercher dans le dictionnaire. Et puis, j'ai vu colonie est là, j'ai vu que j'allais faire passer le machin, et ça a été voté à l'unanimité. Ouais, parce que l'interprétation, elle était stricte et c'était écrit dans la définition. Donc là, pour retoquer, il fallait vraiment le faire. Et moi, poser une question, quel est le lien avec le droit? Eh bien, écoutez, dit-on que le droit, c'est de la politique qui a réussi. C'est pas faux, puisque finalement, on traduit dans la législation une volonté politique qui est votée et qui se traduit après en loi, en code que vous apprenez, que vous allez appliquer en tant qu'avocat, magistrat, huissier, que sais-je encore. Et puis, il faut savoir que la représentation à l'Assemblée nationale de la profession la plus importante, c'est avocat. Vous avez une quarantaine d'avocats, que 4 experts comptables. Donc, forcément, il y a une imbrication très claire entre droit et politique. Et notamment, on dirait de la fonction de parlementaire, en tout cas. Oui. On a pris un moment, notamment au temps de Mitterrand, il me semble, le gouvernement des avocats. Bon. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, Chaban-Delmas. Exactement. En tout cas, Badinter. C'est que la frontière est très poreuse. Est-ce que vous considérez, du coup, que la fonction de député de Guadeloupe, en tout cas, j'ai pas envie d'utiliser encore le terme d'outre-mer, surtout pour votre présence, mais de la Guadeloupe, en tout cas, diverge de celle des députés qui sont élus dans des circonscriptions en France hexagonale. Voilà. Je crois que l'exercice de la fonction diffère. Vous me voyez ici à Paris, on se rencontre à l'Assemblée nationale, mais ma circonscription est à 7500 km. Et il y a un adage très simple à l'Assemblée, souvent à l'Assemblée, pas réélu. On doit faire notre job à l'Assemblée. Et depuis la loi Notré de 2014, où il y a un non-cumul de mandat exécutif, on peut pas être député et maire. Donc, les gens ont le regard précis et fixé sur ce que l'on fait, ce que l'on vote, ce que l'on ne vote pas, ce que l'on dit, ce que l'on ne dit pas. Bref, en plus, avec les réseaux sociaux, il y a une pression médiatique incroyable. Donc, l'exercice du pouvoir nécessite que à 7000 km, on doit minimum prendre l'avion pour y arriver et vous avez le décalage horaire. Je le fais 2 à 3 fois par mois, c'est fatigant, c'est exténuant. Pas tant le voyage que les décalages horaires. Quand vous arrivez ici, vous avez pris l'avion à 19h, vous arrivez à 7h du matin, vous enchaînez sur une réunion à 9h, faut être au point parce qu'en plus ce sont des réunions techniques. D'ailleurs, le Covid avait ceci de bien qu'on pouvait faire tout en Zoom et qu'on était au cœur des décisions alors qu'on était à 7000 km, alors que parfois, c'est difficile d'être à 7000 km, de prendre l'avion tout le temps pour être dans toutes les décisions. Exactement. Donc, cet exercice est particulier parce que le gars qui est même à Bordeaux, il prend un TGV, en 3 heures, il s'est réglé, il n'a pas de décalage horaire. Il peut bosser dans l'avion, t'as pas de problème de Wi-Fi, l'avion, ça fonctionne quand ça veut, le Wi-Fi, etc. Bref. Donc, c'est pas pareil, très clairement. Ensuite, indéniablement, nous sommes des territoires français d'outre-mer avec des spécificités particulières, des difficultés particulières, un niveau de vie plus bas, un niveau d'illettrisme plus haut, un niveau d'insécurité plus haut, des problématiques climatiques, des problématiques de la violence, d'immigration. Bref, on a des problématiques. Et donc, on a déjà bien assez à faire avec nos problématiques pour parfois aller s'intéresser à d'autres problématiques qui sont traitées d'ores et déjà par des députés français, mais enfin, parfois, on ne se prise pas de donner notre avis. Bien sûr, parce que vous êtes français et c'est tout à fait légitime. Absolument. Justement, à part entière. Pour ceux qui ont tendance à l'oublier. Nous sommes français avant l'Alsace, avant un certain nombre de régions. Exactement. Et un Français, c'est un Français. C'est pas un Français, c'est pas un blanc. Français, c'est y compris de la diversité. Voilà. Noir, blanc, jaune, rouge, blanc, tout ce que vous voulez. On est Français. Et on n'a pas à s'excuser d'être français. D'ailleurs, c'est pas la question que vous m'avez posée, mais j'y réponds. Nous avons créé un parti politique qui s'appelle UTIL. UTIL pour Ultramarins, Territoire Indépendant, Liberté, Écologie, Solidarité. C'est un parti politique qui vise, et c'est pour ça qu'on s'est croisés la dernière fois, notamment, à rassembler ceux qui étaient part dans la diversité. La diversité, 54 pays d'Afrique, 11 territoires ultramarins, l'Inde, la Chine, bref, les gens issus de la diversité en France, ils sont à peu près 12%. Je rappelle que l'élection présidentielle pour passer au deuxième tour, c'est 2%. Mélenchon, la France insoumise, il lui a manqué 410 000 voix pour être passé au deuxième tour et être sûrement élu. Il n'a pas pu l'être, d'accord? Ça fait 1,5% des voix, 2%. Nous, les ultramarins, on représente 3,5% des voix avec le 6e d'homme.
5%, avec toute la diversité, 15%. Alors, arrêtons de se laisser diviser, arrêtons d'avoir des strapontins, on te dit, bon, mais toi, t'es sympa, on va te donner un poste, etc. Mais en fait, sans soubassement politique, on veut un poids politique, c'est ce à quoi je travaille là, y compris on veut aller aux élections européennes, aux élections présidentielles. Quelle belle perspective en tout cas, et on va suivre. On a besoin de vous, on va suivre, mais vous allez aussi accompagner, être moteur, parce que nous, déjà, je suis déjà vieux, 50 ans, c'est vieux. Oui, je me sens vieux. Et c'est vous l'avenir. Et c'est vous qui allez reprendre. C'est vrai. On regarde ça. De et donc, il s'agit de pouvoir, vous aussi, être moteur dans ça. Alors, je sais bien, vous avez vos études à faire, vous avez votre vie à construire, vous avez vos contraintes, je comprends. Mais je compte sur vous pour vous engager aussi. Vous pouvez compter sur nous, en tout cas. On donnera notre contribution avec grand plaisir. Dans vos fonctions de député, notamment de la Guadeloupe, il y a des spécificités qui sont utiles à relever et que l'Hexagone ne connaît pas forcément. C'est le scandale du chlordécone. Et vous avez notamment contribué à la rédaction d'un rapport, notamment qui porte sur la responsabilité de l'État. Est-ce que dans des termes simples, vous pourriez nous restituer en quoi ça consiste et quel est le contenu? Oui. Le chlordécone, c'est un scandale d'État. D'ailleurs, le président Macron a reconnu maladroitement, mais quand même, il faut lui donner quand même. Ouais, la responsabilité de l'État. C'est la première fois qu'on prend de face le sujet du chlordécone. C'est la première fois. Je le fais sans démagogie, c'est-à-dire en regardant les choses telles qu'elles sont établies. Si je dis « je prends la probabilité, je prends tout », enfin, c'est complètement irresponsable. Mais après, il a dit tout de suite qu'il ne faut pas dire que la chlordécone est cancérigène, donc ça a été mal perçu. En Martinique, Emmanuel Macron a commencé par le dossier le plus sensible, celui du chlordécone. Il a d'ailleurs rencontré juste après son arrivée un agriculteur dont les terres ont été polluées. Une pollution qu'il qualifie de scandale environnemental. Le président français a annoncé que la contamination à ce pesticide va être reconnue comme une maladie professionnelle, mais il exclut une indemnisation de toute la population antillaise. Enfin, ni Chirac, ni Mitterrand, ni Sarko, ni Hollande l'avaient reconnu, donc c'est avancé. Ceci étant dit, actuellement, là, le député Califère est en train de déposer une proposition de loi pour reconnaître officiellement par le Parlement la responsabilité de l'État. Et ça, c'est une belle fierté. Je vais défendre ça avec lui, là, en fin février. Une molécule pour lutter contre le charançon qui détruit les champs de bananes dans les années 60-70. Très efficace, très nocive, 700 ans de pollution des terres. Interdite aux États-Unis en 1974, autorisée en France en 1972, interdite en France en 1990, avec une dérogation d'utilisation pour 2 ans, Guadeloupe, Martinique, pour des questions de gros sous, grosso modo. Eh bien, aujourd'hui, vous avez les hommes, Guadeloupéens et Martiniquais, ont 4 fois plus de chances d'avoir un cancer de la prostate que n'importe où ailleurs dans le monde, champion du monde. Les femmes, utérus, fibrome, endométriose, malformation pour les fœtus, dramatique. J'ai fait passer le test de chlordéconomie gratuit. Chacun peut se tester selon son taux de chlordécone dans le sang. C'est une avancée. Il y a des plans chlordécone 1, 2, 3, 4. Ce que nous voulons, c'est l'objet du rapport, c'est que l'État prenne ses responsabilités et indemnise les victimes qui ont bossé sur les champs, mais pas que, parce que vous avez en fait des gens comme vous, comme moi. Nous avons 95% de Guadeloupéens qui ont de la chlordécone dans le sang, 92% de Martiniquais. Donc en fait, ces gens-là, à forte dose ou à dose répétée dans le temps, ils vont développer les maladies dont je vous ai parlé. Eh bien, ces choses-là doivent pouvoir être réparées. On veut un institut du cancer avec des médecins, des professeurs de grande qualité. Chez nous, en Guadeloupe, ce n'est pas le cas. On veut que pour les TEP scans, c'est ceux qui testent les cellules précancéreuses, qu'on puisse tester plus facilement le cancer de la prostate ou de l'utérus, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et on veut des réparations sur la dépollution des terres et des sols, parce qu'aujourd'hui, nous avons cela et nous voulons une cartographie plus précise des terres polluées en Guadeloupe et Martinique. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc voilà le sens du rapport. Et surtout, nous n'acceptons pas qu'il y ait une prescription prononcée par des juges français. Nous irons à la Cour européenne de justice, en tant que justice, nous irons à la Cour pénale internationale pour contester ce scandale qui est la prescription, qui rajoute de la douleur à la douleur. J'ai rencontré une association de Martinique, l'association des planteurs et planteuses de bananes, avec d'autres en Guadeloupe, l'association Vive, ils font un gros travail militant. Eh bien, avec nous, on va faire en sorte de ne pas laisser ça passer. Vous avez bien raison, en tout cas, et on suivra encore une fois, de toute façon, les jurisprudences qui seront rendues en cas de requête faite auprès de ces juridictions-là.
Une autre action législative que vous avez faite, qui a eu beaucoup d'écho et dont on a restitué le contenu sur la page Instagram du Destiné de Juriste, c'est la proposition de loi sur la discrimination capillaire. Pourquoi avoir proposé cette loi? Parce que nous sommes dans le monde 6 personnes sur 10 qui n'ont pas les cheveux lisses. Donc, ce n'est pas une problématique de niche, c'est une problématique majoritaire. 1. 2, c'est une problématique sanitaire. Il est prouvé par une étude américaine, notamment Dove et LinkedIn, que les femmes qui utilisent ces produits défrisants toxiques, ou les femmes ou les hommes, ont 3 fois plus de chances d'avoir un cancer de l'utérus ou des fibromes que les autres. C'est une problématique économique. Ça coûte plus cher d'utiliser des produits pour se défriser les cheveux que d'utiliser des produits pour cheveux naturels. C'est une problématique universelle. Il est dit que 2 femmes noires sur 3 se changent de coupe de cheveux pour aller en entretien d'embauche. Il est dit, et ça ne concerne pas que les noirs, qu'une femme blonde sur 3 se teint les cheveux en brun pour visiblement paraître plus intelligente aux yeux de l'employeur quand elle veut progresser dans l'entreprise. C'est une problématique d'estime de soi. Jean-François Amadieu, qui est à la Sorbonne, dit très bien que s'aplatir ses cheveux, les seuls cheveux qui poussent vers le ciel, ça ne vient pas de moi, ça vient de nos colloques qu'on a fait à l'Assemblée nationale sur ça. S'aplatir les cheveux, c'est s'aplatir sa personnalité, c'est s'aplatir soi-même. Et quand on s'aplatit soi-même, on n'est pas bien ni pour soi, ni pour les autres. Donc, pour toutes ces raisons, et puisque nous avons considéré qu'il y avait un trou dans la raquette législative, puisque vous êtes juriste, l'article L225 du Code pénal condamne les discriminations de tous ordres. Mais indéniablement, quand je vous regarde, je vois votre visage d'abord et ce que vous avez au-dessus de la tête. Et il y a un steward d'Air France qui, au bout de 10 ans de procédure, a gagné, mais non pas pour principe de non-discrimination capillaire, mais pour principe de non-discrimination homme-femme, parce que les femmes pouvaient porter les cheveux plus longs que l'encolure et les hommes à l'encolure. Donc, il y a un trou dans la raquette légistique, pour moi, législative, juridique, et donc, je rajoute un article unique qui dit « seront sanctionnées de discrimination toutes les personnes qui, on ne doit pas les sanctionner par rapport à leur couleur, coupe, longueur, coiffure de cheveux, texture de cheveux, voilà. C'est ça l'idée. Alors, on est dans un processus législatif où on veut que ce soit consensuel. J'ai eu plus de 50 signatures de députés, une couverture médiatique incroyable. Ouais, elle était vraiment très très forte pour de le TF1 coup. à M6, RTL, enfin, presse, radio, papier, télé, tout. Alors que la loi n'est pas encore votée. Nous comptons bien la voter au premier semestre-là, parce que c'est une problématique universelle qui concerne tout le monde et que chacun doit être tout à fait libre d'être accepté tel qu'il est. Et on doit, ici en France, accepter l'originalité, parce que l'originalité, loin de nuire, eh bien, elle enrichit chacun, et notamment, elle permet à celui qui porte ses cheveux comme il l'entend d'être mieux avec lui-même et donc mieux avec la société. En tout cas, c'est une très très bonne initiative, surtout quand on sait qu'en droit pénal, l'interprétation de la loi est stricte. Donc, s'il y a des procédures qui sont engagées et que dans la loi, en fait, on n'a pas un article qui porte sur la discrimination capillaire, ça peut potentiellement être rejeté. Après, on a quand même de très bons avocats en France, mais c'est quand même très judicieux. Oui, merci de cette précision-là. Et je veux vous dire que le combat ne s'arrêtera pas là. Pourquoi? Connaissez-vous le chiffre du nombre de discriminations sanctionnées en France en 2022? Absolument pas. 0. Vous n'avez aucune condamnation pour discrimination en France en 2022. Ça veut donc dire quoi? Qu'il y a un texte, L225, je l'ai dit, sur la non-discrimination physique. Mais pour l'appliquer et pour sanctionner, il y a un chemin à parcourir. Je salue l'initiative d'un député de la majorité, Marc Ferracci, qui a fait une loi récemment sur la discrimination. J'ai d'ailleurs mis un amendement qui permet de pouvoir sanctionner 5 fois plus une entreprise qui récidiverait dans la problématique de discrimination. Mais il faut faire des tests individuels, des tests collectifs, c'est pas si facile que ça. Donc le combat continue. Ce sera peut-être pas avec moi, ce sera peut-être avec vous. On espère en tout cas, et on verra vers quoi on s'orientera. La dernière question que je vous poserai, et qui concerne aussi tous ceux qui nous regardent et ceux qui sont avec nous, c'est quel conseil vous donneriez à un étudiant, et particulièrement un étudiant en droit? Ok. Du travail. Parce que, vous savez, vous êtes
toutes et tous intelligents. Vous avez eu le bac, vous avez un cerveau, on utilise à peine 10% de notre cerveau. Vous êtes toutes et tous intelligents. Qu'est-ce qui fait la différence? Le travail. Donc ça, il ne faut pas trancher dessus. Le savoir-être, hein, dire on est en société, il faut pouvoir être crédible. Crédible, ce n'est pas forcément être uniforme. Être crédible, sérieux, ponctuel. Et puis, le réseau. Là, le réseau compte pour beaucoup parce qu'on peut avoir le travail, le talent réussir et le réseau fait passer d'autres devant vous. C'est pour cela que je vous invite à muscler, je nous invite à muscler notre réseau et à se soutenir. Moi, par exemple, j'ai décidé que je serai à l'Assemblée nationale que je n'aurai que des collaborateurs ultramarins. Très bonne initiative. Les ultramarins. Ouais. Et pourquoi? Parce que quand je suis arrivé, j'ai vu que certains députés ultramarins avaient des collaborateurs qui ne leur ressemblaient pas. Et moi, je dis qu'on doit donner la chance à ces collaborateurs qui, eux, après, vont donner la chance à d'autres, et ça va faire réseau. Donc, travail, sérieux, réseau. Bon courage.